La TVT au cœur de l'information. C'est lundi aujourd'hui, il est 20h. Bonsoir à tous, merci de votre attention. L'actualité ce soir est la réouverture de l'aéroport international Gnassingbé et Adéma de Lomé. Un vol pour samedi, 3 pour dimanche et 5 pour ce lundi. Reprise effective, mais qu'en est-il des gestes barrières? Réponse tout à l'heure avec l'Agence nationale de l'aviation civile réunie aujourd'hui pour faire justement le point. Et de deux, la bonne nouvelle de ce début de semaine, eh bien c'est pour les agriculteurs, nos producteurs, le gouvernement met plus d'engrais à leur disposition. Combien de tonnes annoncées? Beaucoup en tout cas, et vous le saurez tout à l'heure. Restez avec nous et c'est dans un instant. Et de deux, dans le sport togolais, après la Fédération togolaise de football, eh bien voici la Fédération nationale de basketball, désormais portée en partenariat par Togocom. L'accord vient d'être signé. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Ça redécolle. L'aéroport international Gnassingbé et Adéma de Lomé a réouvert ses pistes au décollage et à l'atterrissage pour les vols internationaux et pour les passagers. Au départ comme à l'arrivée, eh bien, il faut quand même montrer patte blanche. Lucassi. 48 heures après la réouverture de l'aéroport international Gnassingbé et Adéma, les principaux acteurs de la plateforme aéroportuaire font le point sur le respect des mesures barrières. Ils analysent l'efficacité du dispositif mis en place au départ comme à l'arrivée. Les quelques imperfections relevées au premier jour ont été rapidement corrigées. D'autres mesures sont en cours d'implémentation afin de faciliter le trafic aérien pour la protection des passagers et du personnel. Le premier, il y a Air Côte d'Ivoire qui est arrivé. Nous avons profité pour tester donc cette plateforme qui est très fonctionnelle. Vous avez tous les renseignements puisque les gens remplissent 72 heures avant sur une plateforme https://voyage.gouv.tg. Hier, on a eu 3 vols. J'ai souhaité cette réunion pour faire un dernier point de petit réglage. Parce que pour ceux qui ont rencontré quelques petites difficultés, voir comment améliorer donc cette plateforme. Au jour d'aujourd'hui, c'est une plateforme vraiment très fonctionnelle. Notre objectif, c'est la reprise des activités sans une augmentation exponentielle du nombre de gens malades. Il faut tout maîtriser parce que vous savez, cette maladie, cette pandémie n'a pas de médicaments. Seuls les gestes barrières, le respect absolu de cela, qui va amener progressivement à la disparition de ce coronavirus. Des conditions sont requises pour franchir les frontières aériennes du Togo en vue de contenir la propagation du Covid-19. Ces mesures répondent aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. 72 heures avant, vous devez remplir cette plateforme et faire votre test, qui doit être négatif parce que nous ne voulons pas aussi encourager les gens à partir du Togo avec un test positif. Quand vous remplissez cette plateforme, il y a un papier qui sort pour vous dire que c'est OK, que vous êtes en règle. Deuxièmement, renforcer le contrôle à l'aéroport. Les gens viennent, on contrôle les documents, les gens ont fait en sorte que les gens touchent le moins possible les documents. Et qu'est-ce qu'on fait en plus? Ils passent dans un sas de désinfection totale avant de rentrer pour les formalités. Nous avons limité aussi l'accès au hall d'enregistrement aux passagers. Ça, c'est vraiment catégorique. Nous avons vraiment renforcé le contrôle à tous les niveaux. N'oublions pas que aussi nous avons des chiens de détection de la drogue. On n'a pas abandonné les anciens systèmes, mais la drogue, les explosifs, les ETD, le body scanner, tout se fait. Un test grandeur nature a été effectué avant l'ouverture de l'aéroport en cette période de crise sanitaire.
Les procédures sont dématérialisées et un laboratoire installé sur la plateforme. Les frontières aériennes togolaises est réouverte donc de nouveau depuis samedi au trafic aérien. Plusieurs compagnies ont déjà effectué, vous l'avez vu, entendu, des vols commerciaux depuis lors. Et depuis lors, depuis ces 2 derniers jours, on s'interroge surtout sur le respect des mesures barrières à la NAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Les principaux chefs de service de la plateforme aéroportuaire ont fait le point. C'est ce que vous venez de voir. Ça redécolle donc l'aéroport international général Gnassingbé Eyadema a réouvert ses pistes donc au décollage et à l'atterrissage pour les vols internationaux et pour les passagers au départ comme à l'arrivée. Je vous le disais tantôt, il fallait montrer patte blanche. Lucassi. Décollage du Boeing 737-800 de la compagnie Askai de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. À bord, des centaines de passagers pour destination Cameroun. Avant de quitter le sol togolais, ils ont été soumis à une batterie de mesures relatives au Covid-19. Dès l'entrée de l'aérogare, la distanciation sociale s'impose avec des autocollants de marche posés au sol à chaque 1 mètre. Le dispositif de contrôle est dématérialisé et numérisé. Après contrôle du passeport, le passager est systématiquement désinfecté de la tête aux pieds avec une prise de température digitale. Température normale. Il n'y a pas le droit là d'être en bonne santé, sans Covid, avec le test. Oui, j'ai le certificat. Les mesures, j'ai respecté. Oui, parce qu'il faut le respecter. Hein? Qui veut mourir? Ou contaminer les autres pour mourir. À l'intérieur de l'aérogare, les mesures barrières sont respectées à la lettre. La distanciation sociale est de mise. À hauteur du service d'immigration, les exigences montent d'un cran. Au départ, nous contrôlons le test PCR. Nous exigeons la présence du test PCR. Tous les passagers qui doivent voyager doivent présenter leur test Covid-19 qui est négatif, qui doit être fait 72 heures avant le voyage à l'Institut national d'hygiène. Tous les passagers qui arrivent aussi doivent présenter leur test PCR qu'ils ont fait au départ de leur provenance. À part ça, nous faisons le screening des passagers, et la désinfection des mains, et la prise de température, bref, toutes les mesures liées au coronavirus. Le test du Covid-19 se fait 72 heures avant le départ ou l'arrivée. Le voyageur devrait installer l'application mobile TogoSafe et la garder active au moins 30 jours à compter de son arrivée au Togo. Ici, un laboratoire dédié au dépistage des passagers au départ de Lomé est installé. Sans masque, le passager n'a pas accès à l'avion. Je rappelle que la reprise de vol ne doit pas entraîner une augmentation de la pandémie. Ce n'est pas l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau de l'aéroport? Au niveau des aéronefs, une désinfection aussi, avoir les masques à bord. Et il y a des compagnies qui ont fourni un système de renouvellement de l'air toutes les 2 minutes qui permet de désinfecter les gens. Donc c'était pour résoudre le problème de distanciation à bord. Et nous avons un laboratoire à l'aéroport, chose rare, fonctionnel de niveau 2. Dès que vous arrivez aussi, vous passez par un sas de désinfection totale. Donc toutes les procédures sont mises en place et on a renforcé le personnel pour le contrôle efficace des voyageurs. Et nous avons déjà les résultats. Depuis que c'est ouvert, vous avez vu ici le nombre. Est-ce que vous avez vu le nombre augmenter, non? Pourtant, on a déjà reçu des voyageurs et des voyageurs sont partis. Le mode d'embarquement est chamboulé pour éviter d'éventuels contacts entre les passagers eux-mêmes et le personnel. L'aérogare est nettoyé à chaque embarquement et désinfecté chaque nuit. Les avions également. Et je précise que ce lundi, il y a eu 5 vols à l'aéroport général Gnassingbé Eyadema. Autant dire que la reprise est effective et progressive. Et voilà donc pour les frontières aériennes. En haute mer maintenant, là aussi planent des menaces. Les eaux togolaises sont, vous le savez, de temps en temps troublées par des attaques de pirates. L'État togolais fait face à la situation et entend mieux faire. Un plan de riposte, des actions prioritaires sont annoncées sur les 5 prochaines années. L'économie bleue en dépend. Augustin Kossi. Dans le golfe de Guinée,
l'insécurité maritime s'accroît de plus en plus et avec elle, un lot de fléaux. L'instabilité, la criminalité transfrontalière, l'érosion côtière, la piraterie et les trafics illicites de tout genre. Selon le Bureau maritime international, en 2018, sur 200 cas d'attaques de piraterie et de brigandage dans le monde, l'Afrique de l'Ouest enregistre 87 cas. Le golfe de Guinée compte 82, soit 41%, faisant de lui l'épicentre de la piraterie. Des fléaux aux conséquences socio-économiques multiples sur les pays côtiers. Face à cette dégradation rapide et inquiétante de la situation sécuritaire, le Togo mesure l'ampleur des actions à entreprendre. À partir de cette année 2020, le pays étend et renforce les mesures déjà prises liées à la protection des côtes. Une présence qui se veut rassurante pour maintenir un climat de paix et de sécurité pour un développement durable. Pour les 5 prochaines années, le pays va poursuivre les mesures relatives à la sécurité maritime au large des côtes afin de lutter contre la piraterie. La perspective permettra à l'économie bleue de jouer pleinement son rôle de vecteur de croissance économique. Un exemple de ce que peut être l'action de l'État en mer. Un organisme national lui est dédié depuis 2014, l'ONAM. Il est chargé de renforcer le rôle des administrations publiques et coordonner les efforts intersectoriels. Lutter contre la piraterie et les trafics illicites, notamment les stupéfiants. Un des domaines d'intervention de cet organisme. L'étendue de son action couvre aussi la protection du milieu marin, la lutte contre l'immigration illégale, la traite par voie maritime, ainsi que le contrôle et la surveillance des ressources halieutiques. Pour assister l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer, il a été mis en place un haut conseil pour la mer, là où sont déterminés les plans directeurs et où les priorités de l'action gouvernementale dans l'espace maritime sont discutées, que ce soit en matière d'économie, d'environnement ou encore de sécurité. Le HCM permet d'identifier et d'acquérir des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés, application des décisions prises et sécurité des échanges commerciaux par voie maritime. Dans ce combat, le Togo bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement pour mener à bien la phase 2 des projets de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de protection côtière. 41 km de côte sont concernés en plus des ouvrages d'enrochement. On parle également de l'aménagement de la section Avepozo-Anejo, chaînon manquant de la portion togolaise du corridor Abidjan-Lagos. Évalué à plus de 110 milliards de francs CFA, ce projet est destiné aussi à construire 28 épis, rechargement en sable, aménagement connexes et activités en faveur des jeunes et femmes. Les avantages qui vont être induits par ce projet toucheront toutes les couches sociales et tous les secteurs d'activité économique. Vous êtes producteur agricole, paysan, et bien voici la bonne nouvelle de ce début de semaine. Tenez, le gouvernement met plus d'engrais à votre disposition, 100 000 tonnes d'engrais rien que pour cette année, contre 40 000 les années précédentes. C'est une première et c'est vraiment une bonne nouvelle en cette période de crise sanitaire. Les précisions de Antoinette Omar-Vovo. De 40 000, le Togo passe à 100 000 tonnes d'engrais. Le pays triple quasiment sa commande pour répondre aux besoins exprimés par les producteurs sur la nouvelle saison agricole. Avec l'affaiblissement de l'économie nationale par la crise sanitaire, le gouvernement table sur l'agriculture pour redresser la pente. Il met donc les conditions en place pour développer le secteur. Finalité, l'accroissement du rendement et de la production ainsi que la rentabilité de l'activité agricole pour garantir la sécurité alimentaire à toute la population togolaise. C'est une volonté manifeste du gouvernement de trouver des solutions fiables et rentables à l'indisponibilité des intrants agricoles. Ceci pour assurer la mobilisation d'importants stocks d'engrais afin de contribuer à la réussite du plan de riposte contre la pandémie du Covid-19. Une visite a récemment été effectuée dans les localités de Gapé Centre, Gléi et Atapamé par le ministre en charge de l'agriculture pour constater la disponibilité des intrants. Il veille au bon déroulement de la campagne agricole 2020-2021.
Plus de 150 000 personnes ont bénéficié des intrants agricoles et des kits d'irrigation. Avant, nous cultivons parce qu'il faut cultiver. On ne connaissait même pas quelle quantité d'engrais faut-il mettre, quelle sorte d'engrais faut-il mettre. Maintenant, nous sommes au parfum de tout ceci et ça va nous aider beaucoup dans la région des savanes à produire en quantité, en qualité, à vraiment nourrir nos familles et pour pouvoir vendre à l'extérieur. Nous allons faire large diffusion à tous les producteurs et surtout dans nos organisations respectives. Je voudrais sincèrement profiter de l'occasion de dire merci au président de la République, son Excellence M. Faure Essohimina Gnassingbé, qui n'a que seul souci, faire de l'agriculture un emploi. Dans le souci de moderniser le secteur agricole, la plateforme de crédit digital Yolim a été récemment lancée. C'est une plateforme à travers laquelle l'État met à la disposition des petits producteurs du crédit via les banques partenaires à taux zéro afin de les équiper en matériel et intrants. L'ambition est de toucher plus de 256 000 producteurs et d'accroître leurs revenus à plus de 230 milliards de francs CFA. Et ce n'est pas tout. Voici l'autre chiffre de la soirée. 15 000 kits d'irrigation vont être déployés ici et là au profit surtout des agriculteurs touchés par la pandémie. C'est un autre et véritable coup de pouce. Sonia Médupo. 15 000 kits d'irrigation, c'est l'appui qu'apporte le gouvernement aux acteurs du monde agricole touchés par les difficultés économiques liées au Covid-19. Il s'agit pour le Togo de mobiliser des ressources pour l'atteinte des objectifs fixés pour le compte de la campagne 2020-2021. Cet appui à la campagne agricole entend assurer aux ménages ruraux une sécurité alimentaire et nutritionnelle, multiplier à terme leurs revenus habituels par 2 au moins, faciliter l'accès à des kits d'intrants massifs et améliorer leurs conditions de vie par la même occasion. Avec cet investissement, le Togo compte porter, selon les prévisions, les revenus des producteurs à près de 230 milliards de francs CFA. Au même moment, le pays atteindra une production de 225 000 tonnes pour le coton, près de 2 millions de tonnes pour le maïs, un peu plus de 332 508 tonnes pour le riz et près de 140 000 tonnes de soja. Pour atteindre tous ces objectifs, une plateforme digitale sera mise en place avec des sociétés privées qui seront retenues suite à un appel à manifestation d'intérêt. Il est donc clair, l'État va jouer un rôle déterminant dans le démarrage du projet. Ce rôle portera essentiellement sur l'exonération des taxes sur le matériel et une facilité à accorder une avance aux ménages sous forme de crédit à 0 taux d'intérêt en vue de l'acquisition des kits. Cette facilité sera basée sur le modèle Pay as you go, un système fiable mis en place dans l'électrification rurale. L'appui du gouvernement va permettre d'atteindre au moins 15 000 bénéficiaires avec un crédit à taux nul pour un kit d'une valeur de 1 325 699 francs CFA par bénéficiaire. Cette initiative va soutenir les agriculteurs en cette période de crise sanitaire. Le Togo n'est pas à son premier appui au secteur agricole. Le gouvernement a également prévu d'outiller plus de 150 000 petits exploitants agricoles. Ceux-ci vont bénéficier des intrants agricoles avec pour facilité de garantir un bon rendement agricole, d'empêcher une crise alimentaire qui plane sur les pays de la sous-région en raison de la crise engendrée par le Covid-19. Justement, en direction la région des savanes, une région souvent très asséchée, sous influence du climat sahélien, doublée des effets néfastes du changement climatique, se pose alors la question de la maîtrise de l'eau au profit des cultures, au profit des agriculteurs de la région. Comment cela peut se faire? Eh bien, voyons cela dans ce dossier signé Chazim Nabaka. Les pluies dans la région des savanes durent en moyenne 4 à 5 mois. Elles sont souvent tardives, marquées par de longues séquences sèches et une fin précoce. Mais une fois tombées, elles ont cette manière particulière de disparaître qui les rend insaisissables. Quand on dit qu'il y a inondation dans la région de savane, si vous n'êtes pas là sur place,
et vous arrivez 3-4 heures après, vous ne verrez que des dégâts, mais pas d'eau. Ce qui veut dire que l'eau vient, frappe et passe rapidement, continue son chemin, et après en seconde sèche, on la cherche comme une aiguille, on la trouve pas. Voilà qui soulève la problématique de la maîtrise de l'eau dans la région des savanes. Une problématique d'autant plus importante que la région subit de plein fouet l'influence du climat sahélien, doublée des effets pervers des changements climatiques. Cette année, par exemple, nous sommes en juillet, des gens n'ont même pas encore semé. On n'a pas encore eu une grande pluie comme ça. Les gens ne peuvent pas mettre l'engrais parce que le sol est sec. Les nuages se forment et après se dissipent. Ce qui veut dire que le changement climatique est vraiment à l'ordre du jour. Donc il est très important de maîtriser de l'eau à des fins agro-pastorales. Le peu d'eau qui tombe et qui coule, il faut qu'on puisse la garder. On n'a pas un grand fleuve à part l'Oti. Et nous sommes au septentrion. Les populations ont besoin de faire des cultures maraîchères. Faire les cultures maraîchères, il faut de l'eau. Il y a des localités où au mois d'avril, mois de mai, les bêtes sont obligées de parcourir des kilomètres pour venir boire, trouver de l'eau à boire. Au retour, déjà, ces bêtes sont déjà assoiffées encore. Pire, certains animaux meurent. À cela, il faut ajouter certaines cultures qui flétrissent déjà faute de pluviométrie. Il y a donc péril en la demeure. Voilà pourquoi il urge de réaliser des infrastructures pour recueillir au maximum l'eau de pluie, la conserver pour la réutiliser lors des séquences sèches ou pendant la saison sèche. Partout dans les cantons, il serait très important de pouvoir réaliser des retenues d'eau. Ça va garder cette eau. Les bêtes pourront aller y boire. Les populations peuvent être à l'aval pour pratiquer des cultures maraîchères. Et ces cultures, en disant, ça rapporte plus que les cultures normales. Donc l'essentiel, c'est de construire ces ouvrages. Il y en a qui existaient, mais qui ont été érodés par le manque d'entretien. Les digues ont cédé et ça ne contient plus l'eau. Il faut aussi les réhabiliter. Et puis c'est ça qui alimente aussi la nappe. Dès que vous n'avez pas d'eau de surface, ça coule, ça s'en va. Mais qu'est-ce qui alimente la nappe si l'eau ne pénètre pas? Il est possible également de faire un château d'eau, d'actionner à l'aide de l'énergie solaire, pourquoi pas, et de faire une addition, envoyer ça dans les champs pour que les populations puissent aussi produire, faire des productions maraîchères. C'est possible de trouver de l'eau aussi souterraine dans les zones où il y a de l'eau. La réalisation de ces infrastructures, retenues d'eau et forage, va contribuer à une meilleure adaptation au changement climatique, mais aussi à aller vers une agriculture moderne, moins dépendante des caprices de la nature. En principe, on ne doit pas cultiver en tenant compte de la pluie, parce qu'il y a des périodes critiques en matière d'eau au niveau des plantes. On veut maintenant mettre l'engrais, mais où est l'eau? Le temps passe. S'il fallait donner de l'engrais, de NPK à la plante, 15 jours après, et que vous allez attendre 45 jours pour perdre une grande partie de votre rendement. Nous sommes dans ce cas-là. Les paysans ont acheté les engrais, ils ont ça à la maison, ils attendent le général pluie pour pouvoir mettre les engrais. Ils ne peuvent pas. Parce que quand vous dépendez de l'engrais, qu'il n'y a pas d'humidité, vous allez tuer la plante. Les racines vont sécher. C'est ça. Donc c'est très très important. Quand on ne maîtrise pas l'eau, on ne peut pas avoir une bonne production. Pour booster l'économie de la région, il faut maîtriser l'eau à des fins agro-pastorales. Et ça se justifie. La grande population de la région de Savane vit de quoi? De l'agriculture. On n'a pas de mine. On n'a pas d'industrie ici, dans la région. Donc il n'y a pas assez d'emplois. L'emploi, c'est l'emploi agricole. Nous tirons la grande partie de nos revenus de la terre. Élément fondamental pour que la terre puisse produire, c'est l'eau. Booster l'économie de la région des savanes, c'est aussi le vœu du programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui promettait déjà le 1er octobre 2019
à Mandagou dans la préfecture de Tandjouar a accompagné, le gouvernement a relevé le défi de la maîtrise de l'eau dans la région des savanes. On a soulevé la problématique de la gestion intégrée des eaux, parce que comme on est dans la région des savanes, le problème majeur c'est l'accès à l'eau. On va réfléchir ensemble avec les ministères en charge de l'environnement, de l'agriculture, comment on pourrait monter un grand projet dans la région des savanes sur la gestion intégrée des ressources en eau, aussi bien pour le bétail que pour les populations. Vivement que ce projet salutaire voit rapidement le jour pour faire de l'agriculture de la région des savanes une activité résiliente face au changement climatique, mais aussi une agriculture moderne, créatrice d'emplois et de revenus, selon la vision du Plan national du développement PND 18-22. À propos précisément du fleuve Oti, c'est la saison des pluies sur place. Le fleuve Oti, en cette période, est dangereuse à traverser. Des gilets de sauvetage sont donc distribués aux populations pour prévenir les noyades. Le récit de Chazim Nabaka. Vous avez aussi également ce sifflet. L'Agence nationale de la protection civile, ANPC, ici en pleine séance de démonstration sur le port des gilets de sauvetage. Même exercice avec les piroguiers de la commune de Loti 1 qui s'essayent aussi au bon usage de ces vêtements de premier secours dans les eaux. La séance est couronnée par le don de cet important lot de gilets aux piroguiers. Par ce geste, l'ANPC met l'accent sur l'anticipation comme stratégie de prévention et de réduction des risques et catastrophes. Et ces gilets de sauvetage qu'on a amenés aujourd'hui dans la commune de Loti 1, ce n'est pas pour décorer les pirogues, mais c'est pour être utilisé effectivement par les passagers et les piroguiers eux-mêmes pendant les séances de traversée de l'Oti. Pour que, en cas d'accident lors d'une traversée, qu'on ne déplore pas des cas de noyade. C'est une joie immense qui nous anime ce matin, d'autant plus que nous sommes dans la saison des pluies et le bassin de l'Oti est regorgé de cours d'eau qui exigent la traversée avant d'aller d'un village à l'autre, d'un point à l'autre. Ces traversées ne se passent pas forcément sans risque. Et nous enregistrons très souvent des chavirements de pirogues, ce qui entraîne des victimes. C'est ce qui nous a poussé à tendre la main vers le gouvernement qui a déjà pris des dispositions dans ce sens pour la protection de la population. C'est le lieu pour nous de remercier l'ensemble du gouvernement avec à sa tête son Excellence Fort Essazimna Nyasingbe qui a bien voulu mettre ce joyau à notre disposition afin de pouvoir sauver des vies humaines dans notre commune. Et nous promettons en faire bon usage. L'autre sujet phare abordé est l'inondation. La sensibilisation apportée sur les mesures à prendre pour limiter drastiquement l'impact de la montée des eaux du fleuve Oti dans les ménages. En cette saison pluvieuse également, nous craignons des inondations et par rapport à ça, nous conseillons vivement aux populations de mettre à l'abri, mais de mettre en lieu sûr tout ce qu'ils ont comme pièces administratives, tout ce qu'ils ont comme vivres, de les mettre en lieu sûr et d'être aux aguets pour que, au cas où inondation survenait, que au moins ces documents administratifs-là ne soient pas emportés ou bien détruits pas donc par l'eau, que les vivres qu'ils ont ne soient pas aussi pas détruits par l'eau, mais et puis qu'ils puissent aussi avoir non seulement des documents administratifs, mais de quoi aussi vivre après que les eaux n'aient pas non retirées. La sensibilisation a également abordé la nécessité de respecter les mesures barrières contre la propagation de la pandémie du coronavirus, mais aussi à l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène pour éviter des maladies diarrhéiques liées à l'eau souillée, notamment le choléra en cette période des pluies. Dans le reste de l'actualité, Togo comme partenaire, tout trouvé pour le sport togolais. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure. Après la FTF, la Fédération togolaise de football, la semaine dernière, et bien voici la Fédération nationale de basketball, désormais portée elle aussi par l'opérateur
téléphonique. La cérémonie de signature, le récit de Marie-Ange Bida. Le monde du basketball togolais ragaillardi par un souffle nouveau. Le groupe Togocom devient le partenaire numéro 1 de la Fédération nationale de basketball du Togo. Cette convention de partenariat entre les deux entités ouvre de nouvelles perspectives. Les compétitions et autres activités en lien avec la balle orange seront galvanisées. Le groupe Togocom est extrêmement fier de s'associer à la Fédération togolaise de basketball et a été séduit dès le départ par cette envie de changement, cette envie de développer ce sport majeur au Togo. Alors le basketball, c'est un sport qui illustre la jeunesse, le dynamisme. Avec ce contrat de partenariat, Togocom se positionne comme un sponsor important. On parle d'un budget de 20 000 € par an. Et l'idée, c'est au-delà de l'argent, d'accompagner cette fédération aussi dans la promotion de sa visibilité. C'est un partenariat gagnant-gagnant. On veut accompagner des équipes nationales, on veut aussi être présent sur des coupes nationales, la Coupe de l'Indépendance, et accompagner les équipes féminines. Les amoureux de ce sport peuvent d'ores et déjà se frotter les mains. La convention appelle à plus de professionnalisme. De jeunes talents seront détectés afin de dynamiser et développer le basketball au Togo. Aujourd'hui, c'est une première et je pense que ça va être pour nous un début de changement. Et que ce changement-là, il puisse profiter aux Togolais et surtout à la jeunesse togolaise qui s'adonne à cette discipline. Quand nous faisons en local les compétitions de haut niveau, on garde plus nos étoiles qui, depuis un certain temps, vont plutôt briller ailleurs, sous d'autres cieux. Alors que si nous avons ici des compétitions de haut niveau et qu'avec les moyens, nous pouvons les garder, nous les garderons le plus longtemps possible et pourquoi pas jouer toute leur carrière chez nous et faire en sorte donc, que le basketball compte le Togo parmi les pays d'Afrique et du monde qui sont au devant de la scène. Le contrat entre Togocom et la Fédération nationale de basketball du Togo a une durée de 3 ans renouvelable. Ce partenariat fait suite à celui signé avec la Fédération togolaise de football. Et avant de refermer cette édition, un coup d'œil rapide sur le tableau de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, lundi 3 août 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 976. 15 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 663. 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 294. Le nombre de décès est de 19. Chiffres et communiqués rendus publics par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Autre communiqué assurera ce soir, communiqué du Haut Conseil, du Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, ASCRUN, relatif aux ventes et achats illicites des parcelles de terre de réinstallation des populations. Le Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, ASCRUN, communique donc, dans le cadre de sa mission de mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, et plus précisément le volet réparation communautaire, recommandation numéro 54, le ASCRUN constate avec regret que certains individus se livrent à des actes de nature à contrecarrer la politique de consolidation de la paix, du vivre ensemble et de cohésion sociale. Notamment, le ASCRUN note avec amertume des actes d'accaparement de vastes étendues de terre par des ventes ou achats illicites de grandes surfaces dans la préfecture de Blita, Sotoubois et un peu partout sur les territoires où des populations victimes de troubles sociopolitiques ont été relocalisées et installées par le gouvernement pour y vivre et mener leurs activités socio-économiques. Ces populations qui n'aspirent qu'à vivre sur ces terres de notre patrimoine commun qu'est le Togo se sentent à nouveau victimes de perturbations et de menaces d'expulsion émanant des soi-disant propriétaires des lieux, de leurs lieux de réinstallation. Elles sont aux abois et déclarent qu'elles n'ont
nulle part d'autre où aller, alors que l'ESCRUN, dans sa stratégie de mise en œuvre des réparations communautaires, s'active grâce aux efforts du gouvernement et avec l'appui des partenaires économiques du Togo à leur apporter l'apaisement nécessaire à la vie communautaire. Face à cette situation qui sape dangereusement la politique de réconciliation nationale en cours dans notre pays, le ESCRUN met formellement en garde tout individu qui entreprendrait d'acquérir ou vendre des parcelles de terre dans ces zones de réinstallation des populations. Le ESCRUN invite à cet égard les juridictions, tribunaux et cours saisis pour des litiges fonciers de ces lieux ainsi que les services de l'OTR et les départements ministériels concernés à s'abstenir de toute attribution, confirmation ou octroi de droits de propriété sur ces lieux qui sont des domaines de l'État. Le ESCRUN compte sur la bonne compréhension de toute la population pour le bien de tous. Communiqué signé donc de la présidente du ESCRUN. Autre communiqué, c'est le dernier ce soir. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique rappelle aux usagers du lac de Nangbeto que conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 006-15-MAEP-CAP-SG-DPA du 28 janvier 2015, les activités de pêche sur le dit lac sont interdites du 15 août au 15 novembre 2020, période de repos biologique correspondant à la période de reproduction des poissons. Le repos biologique instauré sur le lac de Nangbeto dans le cadre des mesures de gestion durable vise à favoriser le repeuplement du lac en ressources halieutiques en vue d'assurer leur durabilité dans l'intérêt des générations présentes et futures. Toute personne qui sera surprise en train de pêcher sur ce lac, de transporter ou de vendre des produits de pêche provenant de ce lac sera punie conformément à la loi en vigueur. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique invite tous les acteurs professionnels de la pêche au respect scrupuleux de cette réglementation à laquelle il attache un grand prix. Communiqué donc du ministre Koutera Mbataka de l'Agriculture et de la Production animale et halieutique. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou précisément, à Rahotoué dans le Vaudreuil comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous.